Les rives du fleuve et ses emblématiques carrelets sont le décor d'un nouveau venu en Pays de Garonne. François Foutrier est chef cuisinier. Aujourd'hui, il navigue avec Johan Alias, un confrère bordelais. Ensemble, ils se dirigent vers l'estuaire de la Gironde. Donc là, on arrive au pont de Pierre, donc le premier pont de Bordeaux, qui a été à l'initiative de Napoléon. Ici, c'est l'endroit le plus étroit. C'est pour ça qu'il a été fait là. Ok. C'est toujours intéressant justement de découvrir une ville par la rive. Et puis avec un professionnel comme Johan, c'est intéressant. D'autant plus. Parce qu'il cuisine bien, mais il a l'air d'être bien passionné par sa ville aussi. On est à marée descendante, donc là, ça sera sportif derrière. Il y a pas mal de remous derrière, jusqu'à on passe le pont de Pierre. En franchissant ce pont, les deux chefs rentrent dans Bordeaux et son port de la Lune. Là, t'as la place de la Bourse. Donc tout le commerce se faisait là. C'est-à-dire que toutes les marchandises qui arrivaient se négociaient ici. Se négocier ici, un petit peu plus, surtout au Chartron après aussi. Ouais. C'est sur ce quai des Chartrons que se sont installés au XVIIIe siècle des négociants venus de toute l'Europe pour vendre le vin de Bordeaux. Depuis quelques années, cette promenade est l'un des lieux de vie les plus prisés des habitants. J'ai l'impression que les Bordelais se réapproprient leurs fleuves et leurs berges, et qu'ils avaient un petit peu laissé pour compte. Et il faut que ça continue, parce que c'est le centre de la ville, finalement, et non pas une séparation de frontières entre deux rives. Donc là, on va passer le pont Chabandelmas. Ça, c'est le pont Levant de Bordeaux. Donc là, François, on est au bec d'Ambès. Là, t'as la Dordogne, et là, t'as la Garonne. Et la Gironde à partir de là. C'est ici que commence le nouveau territoire de François. Il est chef cuisinier sur l'une des îles de la Gironde. Un paysage entre fleuves, terre et océan, autrefois appelé la mer de Garonne. Suivant les lumières, les paysages peuvent rappeler l'Afrique, peuvent rappeler plein de continents, plein d'endroits du monde entier. Moi, je suis né en Afrique noire. J'ai vécu dans le quart nord-est, on va dire, de la France principalement. J'ai aussi vécu 15 ans en Bourgogne, 3 ans en Uruguay. Donc j'ai un petit peu bougé, rencontré différentes cultures, différentes manières de penser. Et ici, j'ai retrouvé en fait beaucoup de choses que j'aime. L'eau, principalement, la cuisine. C'est ça qui m'a plu ici et c'est pour ça que je suis venu ici. On arrive dans l'archipel des îles principales de l'estuaire, ici l'île Pâté, avec son fort au milieu, qui faisait partie de la ceinture de Vauban, qui servait à protéger l'estuaire. Donc avec le Cussac, Fort Pâté et la citadelle de Blaye, c'était la ceinture qui protégeait Bordeaux. Longtemps, l'estuaire est resté un secteur stratégique. Johan montre à François les vestiges d'un cargo sabordé par les Allemands pendant l'été 1944. Tous ces bateaux ont été coulés volontairement en attendant l'arrivée des Alliés. Et donc du coup, on trouve tous ces bateaux, donc après qui ont été sortis ou poussés. Mais il y a quand même beaucoup de traces jusqu'à Bordeaux-Centre de ces épaves qui nous rappellent l'histoire de Bordeaux et ce qui s'était passé. Et ça, c'est l'épave qu'on voit la mieux. Après 1h30 de navigation, les deux chefs s'approchent de leur port d'arrivée, en face de la ville de Pauillac. Donc là, tu arrives dans mon domaine, l'île de Patiras, sur la pointe sud de l'île de Patiras, qui a encore quelques vignes dans le bout, mais très très peu. Ils ne sont plus exploités au jour d'aujourd'hui, puisqu'avant, toute l'île était recouverte de vignes. Okay. Il y a quand même eu jusqu'à 150 habitants sur l'île, une école, une vraie vie. Aujourd'hui, le seul habitant, c'est moi.
Mais on espère que petit à petit, la vie revienne le plus possible sur l'île. Depuis une dizaine d'années, l'île de Patyras renaît grâce à l'ouverture de son restaurant au pied du phare. Tout le défi pour François, prolonger ce beau succès à sa manière. La première fois que je suis arrivé ici, en fait, j'avais regardé des photos et je m'étais beaucoup renseigné. Donc je savais que j'allais tomber amoureux. Et donc je suis arrivé de manière très pragmatique. Et j'ai vraiment regardé tout ce que j'allais devoir faire pour mettre en place cette saison. Le phare de Patyras, c'est le seul de l'archipel de l'estuaire et l'emblème de l'île. Érigé sous Napoléon III, il a guidé les marins jusqu'à son extinction en 1992. Voilà, bienvenue sur le phare de Patyras. Donc là, en face de nous, le fameux phare de Tromplou qui servait donc d'alignement avec le phare de Patyras, puisque l'estuaire fait un gros virage ici. Donc les marins faisaient tout le tour et s'alignaient pour entrer dans l'estuaire. On a une sensation un petit peu de liberté, d'être vraiment un petit peu hors du temps, sortir de son quotidien. J'essaye de monter minimum 2 fois par jour, c'est le matin et le soir. C'est un moment de contemplation, c'est un moment de repos, c'est un moment où tu te ressources. C'est aussi des moments où j'ai des recettes qui peuvent venir ou des associations qui peuvent venir tout simplement. Aujourd'hui, François vit seul sur l'île. En s'y installant il y a quelques semaines, il est devenu un véritable Robinson de l'estuaire. Ici, il faut savoir tout faire. Un petit peu jardiner, prendre le temps d'admirer le paysage, utiliser la nature au mieux, faire avec. Il faut manager, il faut savoir être marin. Donc c'est un peu tout ça à la fois. Au pied du phare, François dispose d'un jardin de 1000 mètres carrés. Il a eu la bonne surprise d'y trouver des arbres fruitiers. L'idée, c'est d'être autosuffisant et puis d'utiliser cette terre qui est super riche, qui est vraiment très riche, qui n'est pas polluée. On est sur de l'argile bleue, ça pousse 2 fois plus vite que partout, donc autant en profiter. Ouais. Elle est encore en fleurs. Là, on va aller voir les prunes, comment elles mûrissent, voir un petit peu où elles en sont pour savoir si je peux déjà les utiliser un peu en dessert. Et là, elles m'ont l'air vraiment bien. Elles ont 1 mois et demi, 2 mois d'avance à peu près. Tout est en avance ici. C'est l'île. On peut tout imaginer avec les prunes. Un petit moelleux aux prunes, un petit clafoutis aux prunes. Après, il faut en laisser aussi un petit peu pour les clients qui en cueillent en passant et qui en mangent un petit peu. C'est aussi le plaisir. Mais voilà, si le client il peut en manger une comme ça en se baladant et puis que dans son dessert, il la retrouve, c'est parfait. Là, on partage aussi quelque chose. Justement, on partage quelque chose au niveau des émotions des îles. Ces prunes raviront les clients que François accueillera le lendemain. « 6 heures du matin, le soleil se lève sur l'île de Patyras. C'est version un peu classique aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de rouge. C'est un paysage différent tous les matins, quoi. Les oiseaux se réveillent doucement, comme nous. Et puis je commence à les connaître. Les tadornes se réveillent par là, les canards, les cygnes, petit à petit. Les insectes, les moustiques. Oh, il n'est jamais terminé, le spectacle, mais il va falloir y aller, ouais. Et là, ça va falloir y aller. Dans quelques heures, 80 personnes vont débarquer à Patyras. À partir de maintenant, chaque minute compte, car François est tout seul en cuisine.
Petite brochette d'esturgeon, un produit local, que ça vient des Charentes, mariné à l'huile d'olive citronnée avec des herbes de Provence. Et je les fais juste snacker pour arriver à ce beau résultat. Donc elles sont encore crues à cœur. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper des cannelés. C'est toujours la course jusqu'à ce que les clients arrivent. On est à full. Sur 3 heures, on envoie 10 recettes. Il faut tout soit prêt au pire à 11h30. Mais je préférerais à 11h. Tous ces plats, François les conçoit selon 2 critères essentiels. Des produits locaux qui pourront se déguster du bout des doigts. Alors, ces jus de bœuf, elles vont servir à faire des petites mini-bouchées. L'idée dans les mini-bouchées, c'est de ne pas avoir de couvert, c'est de ne pas avoir d'assiette. Donc faire le moins de planches possible. Donc les petits plats, une fois qu'ils sont sales, on les fait juste tremper dans un bac et on les passe à la plonge et c'est fini. Donc on utilise très peu d'eau pour les laver et pas de couvert, pas d'assiette, que des petites cuillères, donc vraiment le moins d'eau possible. On est sur une île, donc on fait attention un petit peu à tout. Donc on fait attention à nos déchets, on fait attention à nos énergies. On essaye de faire attention le plus possible avec les fournisseurs à tout ce qu'on amène sur l'île. Donc les plastiques, ouais, ça, ce genre de choses, j'aime pas. Mais j'ai pas trop le choix, encore. Mais voilà, 12 litres de lait, j'ai tout ça et j'ai tout ça. Ce qui, concrètement, est pas logique. Les cannelés vont cuire pendant près de 2 heures. Le temps pour François de terminer ses derniers plats. Oui, Christophe. Tous les jours en fin de matinée, T'es où? François reçoit l'appel d'une figure de l'estuaire. Ok, bon, à tout de suite, j'arrive au ponton. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Donc ça, c'est le pêcheur qui m'appelle. Il faut pas tarder parce qu'il va très vite, lui. C'est vraiment la seule livraison que j'ai. J'ai du super frais, en direct. Le circuit court est respecté. Et en plus, il est sympa. Il a été plus vite que moi. Je t'ai vu passer à toute bombe, là. Aujourd'hui, Christophe Huguet apporte à François ses toutes premières crevettes blanches de l'estuaire. Habituellement, elles sont très abondantes à l'approche de l'été. J'amène que là, en ce moment, comme il n'y en a pas beaucoup, d'habitude, j'en passe à peu près 5 kilos par semaine. Et là, encore tout. Bon, vas-y, ouais. Ça va faire. Si tu peux, hein. Il y en a qui n'auront pas. Des produits vraiment locaux, pour le coup. Là. Un kilo 5, je pense. Et ça se mange avec les doigts. Cette année encore, le pêcheur constate l'impact du changement climatique sur l'estuaire. Les anguilles, t'as chopé un peu? Ouais. Les anguilles, cette année, il n'y en a pas beaucoup, il manque toujours l'eau douce. Puis il fait chaud au mois de février, ça fait que l'eau salée est rentrée beaucoup plus tôt. D'habitude, elle arrive au mois de juillet-août. Là, ça fait déjà 2 mois que l'eau salée est déjà rentrée. Quand j'ai commencé dans l'estuaire du Debord, on était 86, là, je crois qu'on est 26 maintenant. À Pauillac, t'es le dernier. À Pauillac, oui. Je le connais depuis peu, je le connais depuis 2 mois. Allez, François, à demain. Demain, ouais. C'est quelqu'un de bien, c'est pas qu'un pêcheur, quoi. C'est un habitant de l'estuaire, comme j'en suis devenu un d'ailleurs, comme j'en deviens un petit à petit. Les cannelés, il faut les laisser refroidir 1 à 2 heures pour que la croûte cristallise bien. Tout est fin prêt en cuisine quand s'annonce un autre bateau au ponton de Patiras. Comment vas-tu bien? Et toi? Allez-y, messieurs, dames. Pendant l'été, François accueille chaque jour des visiteurs venus de toute la Gironde. Bien, bienvenue à tous.
On va vous servir aujourd'hui un déjeuner du bout des doigts, tout simplement parce qu'ici, on est une île, on fait attention à nos réserves. Pour vous rafraîchir, parce que je me doute que vous avez chaud, on va vous servir un petit gazpacho maison. Les visiteurs sont invités à faire sur l'île comme chez eux. Ils commencent par prendre leur quartier à l'ombre du phare. Ça démarre en douceur, les clients prennent un petit peu de temps à parler, ils osent pas. On sent que les oiseaux parlent plus fort au début que les clients et c'est l'inverse à la fin, généralement. Et comme j'ai un timing à respecter, il va falloir que j'accélère un petit peu le rythme. Les clients ne sont là que quelques heures avant que la marée ne sonne le départ. Ils vont savourer la dizaine de bouchées que François a concoctées pour chacun. De l'esturgeon, c'est délicieux. En brochette, bien assaisonnée. Excellent. C'est gentil à vous, merci. On est de Bordeaux et en fait on connaît pas forcément tout ce qui se passe autour et voilà, c'était allier et la dégustation, la bonne bouffe comme on dit et la visite de l'île. C'est parfait. Le chef en plus il est top, il est vraiment top. C'est très très bon. C'est délicieux. Le top cannelé du sud-ouest. Quand sont servis les très attendus cannelés maison, Exquis. François quitte sa cuisine pour venir à la rencontre de ses clients. Ça a été, messieurs, dames? C'était très bon. Leurs avis comptent beaucoup pour affiner chaque jour un peu plus son menu insulaire. Finalement, c'est comme si on était dans un restaurant réputé, mais en fin de compte, on est en pleine nature. On mange sur le bout des doigts, mais tout est étonnant parce que c'est succulent, c'est recherché, original, les mets. Enfin, j'ai trouvé que c'était très très bon. En fin d'après-midi, les clients doivent déjà embarquer. Pour François, c'est la fin du coup de feu. Au revoir, madame. Merci beaucoup, c'était Au revoir. super. Merci. Au revoir madame. Toi, tu restes ici. Ok, j'ai besoin de main-d'œuvre, il n'y a pas de problème. Une aide de camp, une aide de camp. Je bosse. Ah, vous êtes très beaux tous les deux. Changez pas. Merci, au revoir, Au revoir, madame. bonne continuation. Ben, merci. Et merci pour vos commentaires. Au revoir, madame. Les clients voient beaucoup de choses. Il y a des mots qui touchent, ils sont ravis, Et avec la fatigue, il y a beaucoup d'émotions. Un bon retour. Au revoir, messieurs. Au revoir. Quelques semaines plus tard, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, une nouvelle journée commence dans le Haut-Médoc. C'est vraiment un mouvement de roulis en fait. Tu la sens qui roule en fait et qui ça lime la coquille quoi, tout simplement. Cela fait maintenant 6 mois que François, le chef cuisinier, vit dans la région. Aujourd'hui, il a quitté sa cuisine pour trouver de nouvelles idées de petites bouchées locales.
Moi, je suis venu découvrir ce que sont les huîtres du Médoc parce que, avant de cuisiner, de travailler un produit, ce qui est important, c'est de savoir comment il est, justement, d'où il vient, quelles étapes de croissance il a pu vivre, ce qu'il mange également, c'est important. Donc pour moi, c'est dans le travail d'une recette, on prend toujours en compte justement le métier et la passion, souvent, du producteur. Ça, rappelle-moi, tu le fais tous les 15 jours. Ouais, enfin, en plein hiver, 15 jours, sur les périodes de forte croissance. Bertrand Young est affineur. Particularité de ces huîtres, elles sont beaucoup plus charnues que les fines de Clair. Voilà. Après, on retourne. Donc, c'est des huîtres qui sont plutôt petites, hein, à cette taille-là. Déjà bien profondes. Donc, même sur un calibre numéro 5, si on a un coquillage qui est bien rempli, qui est très charnu, on va avoir de la matière à manger. C'est-à-dire que là, on va être sur une huître qui est plus cocktail, petites entrées, etc. D'accord. Donc là, on a un joli coquillage déjà qui est plein. Bah, tu vas avoir le fameux foie gras médocain. Alors, il y a une confusion souvent entre la laitance et le gras. Et le gras, cette partie très ferme qui a beaucoup de saveur et qui va faire que l'huître est très charnue. Donc, avec une numéro 5 comme ça, on va manger finalement autant de chair qu'avec une numéro 3 en fine. Ce qui est intéressant dans son huître et ce qui donne des idées, c'est le côté justement charnu. Ça peut être poché à la crème au safran, mais en mettant très peu de safran, par exemple, de manière à avoir ce côté à la fois cuit à l'extérieur et puis cru à l'intérieur, ce qui nous donnerait justement cette explosion de saveur du marais, juste en ouverture de bouche, quoi. Jusque dans les années 80, ces marais étaient des terres cultivées en agriculture intensive. Bertrand a décidé de les reconvertir en creusant 17 hectares de zones humides au plus près de la Gironde. On dit que la vie est née dans les estuaires, c'est-à-dire que quand on a une eau douce qui vient des terres, qui draine, en fait, qui arrache des sédiments, et une eau de mer qui arrive avec des minéraux qui sont maritimes, c'est là où on a la plus grande complexité, la plus grande diversité d'oligo-éléments, de minéraux. Donc cette eau riche de l'estuaire, on la prend et on la rentre dans des marais, et c'est ça qui va nourrir l'huître. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle se gêne de trop, quoi. Ces marais ne sont pas seulement un site de production. Ils jouent aussi un rôle essentiel pour l'environnement, grâce à leur extraordinaire concentration en phytoplancton. Le marais, d'après les scientifiques, est le meilleur puits à carbone en fait, de la planète. Bien supérieur même encore à la forêt tropicale. Alors le phytoplancton, c'est une plante en fait, qui est dans l'eau et qui prend le carbone de l'air. Et l'huître, en mangeant ce phytoplancton de façon très importante, elle le concentre, va en fait stocker du carbone, à la fois dans sa coquille et dans la chair. Donc quand on mange des huîtres, on rend service à la planète. Aujourd'hui, mon souhait le plus cher, c'est qu'on reconnaisse le rôle de ces zones exploitées pour que demain, il puisse y avoir un coup de pouce. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à aussi soutenir des écosystèmes comme ceux-là qui sont productifs, mais respectueux, quoi. De retour à Patiras, François a rendez-vous avec son unique voisin, l'agriculteur de l'île. C'est l'un des derniers à cultiver cette terre de l'archipel de l'Estuaire. Cet après-midi, ils doivent effectuer une livraison un peu spéciale. Voilà. Ça, c'est ton orge. Ouais, prêt à embarquer. C'est un beau produit. Hein. En quoi tu vois que c'est un beau produit, justement? La couleur, au grain, tu vois, là, faut que tous les grains soient à peu près pareils, identiques. Qu'il n'y ait pas d'orgette, pas de petits grains. Ça veut dire que la plante a bien poussé, quoi. Et l'orge, là, tu l'as planté où sur l'île? Je vais le planter au nord, parcelle du phare, à côté de chez toi, là. D'accord. Et puis une parcelle au sud. En acceptant il y a 3 ans cette commande d'un nouveau client bordelais, l'agriculteur a retrouvé un circuit court pour écouler une partie de sa production. On embarque, là. Il est temps d'embarquer les derniers sacs, là, les derniers bags pour monter sur Bordeaux. Voilà. La marée n'attend pas le roi.
Ici, on est entouré de vignerons qui, principalement, vendent leurs produits finis. Et nous, céréaliers dans le coin, on est un peu à côté de la plaque en vendant notre blé sans savoir dans quel pain il va se retrouver. Voilà, et là, c'est vraiment une première. C'est clairement du modèle idéal parce qu'on est du producteur au produit fini. Mais ce genre de lien en direct, c'est juste génial, ouais. À l'heure de la marée montante, la barge largue les amarres. Depuis que François vit ici, les allers-retours sur l'estuaire sont devenus son quotidien. Il faut regarder les marées, il faut vraiment faire attention au courant, etc. Maintenant, c'est aussi un plaisir parce que c'est toujours des paysages nouveaux, c'est toujours des lumières différentes et ça donne plus de courage que de partir en voiture, hein, tout simplement. Avant, c'était pareil, en gabar à voile, et ils amenaient les barriques de vin des îles sur le quai des Chartrons. Ils partaient avec la marée. On ne roule jamais contre marée, hein, même les gros cargos très puissants. Ils faisaient le même chemin que nous aujourd'hui. Après 2 heures de navigation, la barge approche du pont d'Aquitaine. Alors là, on arrive, tu vois, à Bordeaux, là vous pouvez voir la magnifique cité des vins. Et on va juste bifurquer sur la droite pour accueillir Yves. Yves Médina est l'entrepreneur local qui a commandé son orge à Benoît. Salut, impeccable. Il va les guider pour rentrer dans les bassins à flot. Durant la Seconde Guerre, c'est par là que passaient les fameux sous-marins pour aller être stationnés à la base sous-marine qui est au bout de ces bassins. Aujourd'hui, cette ancienne base militaire est transformée en centre culturel. Avec la Cité du Vin, inaugurée en 2016, le quartier est devenu l'un des plus dynamiques de la ville. C'est donc ici que l'entrepreneur a osé l'inimaginable. Reconvertir cet impressionnant bunker de la Seconde Guerre mondiale en distillerie. François vient découvrir cette installation unique au monde. Impressionnant. C'est un bâtiment assez exceptionnel et issu du patrimoine non désiré, j'allais dire, puisqu'il a été construit par les prisonniers espagnols sous le joug de l'occupant allemand pendant la Deuxième Guerre. Les Allemands avaient comme projet de stocker le gasoil pour alimenter les sous-marins qui étaient stationnés à la base sous-marine non loin d'ici. À l'intérieur, il y avait donc une cuve de 50 mètres de long. Et alors, fait de l'histoire, ils ne se sont jamais servis de ce bâtiment. Indestructible, le bunker est resté inutilisé pendant près de 70 ans, jusqu'à ce projet de distillerie. Voilà. Et là, le trou qu'on a percé, on a fait des petites carottes. On voit ici, petit diamètre, grande longueur. On a fait la même chose de l'autre côté. On a passé un câble à l'intérieur. D'accord. Et puis après, avec un système type fil à couper le beurre, on a mis en tension le câble et il a tourné sur lui-même. On a sorti 20 blocs de 6 tonnes en moyenne. Chacun. Et ça nous a pris 2 mois et demi. Allez, mais je te laisse rentrer le premier. Ici, vieillit le premier whisky bordelais. Ça ressemble à rien qu'on connaît, ça c'est sûr. C'est impressionnant. C'est gigantesque. On ne s'attend pas à cette taille. Pour avoir fait ça, il faut être complètement dingue, quoi, finalement. Il faut être un peu fou, quoi. Dès qu'on est rentré à l'intérieur, le fait qu'on ait des parois arrondies, eh bien, on sentait déjà quelque chose de différent. On s'est dit, là, il faut qu'on fasse notre chai de vieillissement.
tout s'apaise quand on est ici. Il y a une ambiance un peu de cathédrale. Hein. Là, c'est notre cathédrale de béton. Le whisky est en train de naître patiemment dans les 500 fûts, entreposés au cœur du bunker. Ce sont des barriques de très grande qualité qui nous sont fournies par les châteaux qu'on a aux alentours. Et là aussi, on est toujours dans notre histoire d'essayer d'avoir un maximum d'éléments les plus locaux possibles. Dans cette barrique de l'orge, de Patiras, distillée dans la semaine du 26 juillet 2019, c'est une barrique de Château-la-Louvière, donc un fameux Pessac, vin rouge Pessac-Léognan de Bordeaux. Et c'est un jus qui deviendra whisky le 27 juillet 2022. Alors pourquoi? Parce que avant de s'appeler whisky, le distillat doit passer 3 ans et 1 jour dans une barrique de bois. Là, je vérifie un petit peu ma température. Dans la salle de dégustation de la distillerie, François improvise une recette. C'est des petites crevettes qui ont cette particularité, quand on les cuit, de devenir toutes blanches. On va essayer de les flamber au whisky. Voilà, parce qu'un petit peu d'ail. Et voici les ingrédients supplémentaires, mon François. Donc, super. Whisky, donc là je t'amène un pur malt, c'est orge locale. Et je t'amène également des algues du bassin d'Arcachon qu'on a récoltées, fait sécher, découpées en fines lamelles et qui va nous servir à fumer notre orge. On va essayer ça. Elle commence à blanchir. Il n'y a plus qu'à déguster. Vas-y, sers-toi. La crevette, c'est comme le cochon, hein. Tout se mange. Ah oui. Ah oui, oui. L'essai est réussi. Cette recette pourra être servie aux visiteurs de Patiras. Ça peut se faire en petites bouchées, c'est du bout des doigts. C'est le genre de mariage que moi que je veux faire avec des producteurs locaux. Juste parfait comme association. En fin de journée, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bordeaux, c'est le rendez-vous tant attendu des amoureux de la glisse. Comme tous les ans à la fin du mois de septembre, une vague spectaculaire se forme à marée montante sur la Garonne. C'est le Mascaret. François a rejoint des amis pour tenter de le surfer pour la première fois. J'ai aucune expérience là-dedans, j'ai fait un peu de surf, j'ai fait un peu de planche, mais pas sur de l'eau douce, quoi. Donc on va voir. Regarde derrière, là. Allez, allez. Allez, go, go, go. Elle est belle, là. Allez, François. Au début, c'est à fond. C'est dur physiquement. Ouais, il faut y aller. Il faut clairement envoyer pour bien se positionner. Non, au début, ça rigole pas. Et puis après, c'est que du bonheur, on se laisse porter, quoi. Bon baptême, hein. Allez, faites beaucoup, là. Allez, François. C'est étonnant de faire du surf sur la Garonne. Ça n'a rien à faire ici, c'est juste inconcevable, quoi. Donc c'est vraiment super, quoi.